Bonsoir. Pas de farandole populaire ni flonflon au cours de la semaine qui s'achève. Le coronavirus a muselé de son épais masque de restrictions le côté festif de l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, créé à Bamenda il y a 36 ans. Tant mieux, serait-on tenté de dire, en résonance avec l'histoire qui donne raison au président national de cette formation politique. Paul Biya, dans une de ses formules dont il détient le secret du choc, dénonçait en effet par le passé une manière de militantisme pas au goût de sa vision. Le militantisme vrai, expliquait-il alors, ce n'est ni l'argent ni la capacité d'organiser des fêtes où l'on danse plus qu'on ne pense. C'était lors du 3e congrès extraordinaire du RDPC, le 21 juillet 2006. Créé dans le but d'apporter des réponses adaptées à l'œuvre de construction nationale et aux préoccupations d'avenir des Camerounais. Réponse que son ancêtre, l'UNC, ne parvenait plus à donner d'après les conclusions du congrès du renouveau. L'action politique sur le terrain est-elle conforme à l'idéologie du parti? Et le renouveau lui-même, est-il prêt au renouvellement qu'implique la transition générationnelle inscrite dans la grammaire politique camerounaise par le chef de l'État? Défense et illustration dans cette édition des 36 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais par un homme dont la fonction tonne et la voix résonne comme l'écho sonore du RDPC. Le professeur Jacques Famendongo est ministre d'État naturellement, mais il est davantage le secrétaire à la communication du comité central du RDPC et membre du bureau politique dont on dit là-bas qu'il est le saint des saints. Professeur Jacques Famendongo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, le 24 mars 1985, où étiez-vous? J'étais à Bamenda, j'étais là, à l'époque, j'étais chargé de mission à la présidence et j'ai assisté à la parturition du RDPC. Vous étiez donc, on va dire, parmi les pères fondateurs? Non, pas du tout. Je n'étais qu'un modeste, très modeste observateur. Vous êtes bien modeste, Jacques Famendongo. Mais alors, dites-moi, pour les jeunes et pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire politique, et particulièrement celle du RDPC, en quoi Bamenda constitue une étape décisive, un tournant historique dans l'histoire de votre parti? Je crois que Bamenda constitue effectivement une date fondamentale, essentielle. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a l'épithète démocratique. Démocratique. Rassemblement. Le président a voulu rassembler tous les Camerounais de bonne volonté, ceux qui le veulent. Démocratique. C'est extrêmement important. On annonçait déjà, le président national annonçait déjà la démocratie pluraliste. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait, depuis le congrès de la maturité de l'UNC à Douala, en 1975, il y avait ce qu'on appelait la démocratie gouvernante, ou le réformisme révolutionnaire. Mais avec le rassemblement démocratique du peuple camerounais, on inscrit en lettres d'or l'épithète démocratique et donc le substantif démocratie dans la mouvance fondamentale du parti politique dominant au Cameroun. À l'époque, c'était un parti unique, mais désormais, c'est un parti qui a accepté la concurrence. Donc, fondamentalement, c'est la démocratie. Mais attention, une démocratie qui n'exclut personne. Une démocratie qui rassemble les Camerounaises et les Camerounais qui le souhaitent. D'ailleurs, on dit du peuple camerounais. Vous soutenez donc que ce n'était pas une simple réforme nominative? Non, nominale. Pas du tout, puisque, comme vous le savez, le président Paul Biya, dès son arrivée à la magistrature suprême, avait déjà énoncé le triptyque rigueur, moralisation, libéralisation. C'est d'ailleurs de ça que nous allons parler. Rigueur, moralisation, mais également, vous avez dit libéralisation et démocratisation. S'agissant des deux premiers, rigueur et moralisation, quels sont aujourd'hui, 36 ans plus tard, les faits d'armes dont le RDPC serait particulièrement fier? Oui, pour la rigueur, comme vous le savez, si nous prenons l'économie est sous-tendue par la rigueur, l'assainissement de la dépense publique, la rigueur de la dépense
et la multiplication, la maximisation de la recherche des sources de revenus. Mais attention, non pas une recherche effrénée et tout à fait chaotique, mais une recherche ordonnée, méthodique et rigoureuse. Donc, au niveau de l'économie, on est déjà en plein dans cette rigueur. Si nous prenons la politique pure, on est également dans la rigueur. Au niveau du parti Cameroun, le RDPC, le choix de nos candidats à toutes les élections obéit à cette norme de la rigueur. Nous choisissons des candidats méthodiques, rigoureux, honnêtes et engagés. On a déjà cela. Et évidemment, au niveau social et culturel, il y a également cette rigueur et cette moralisation qui sous-tendent les préceptes édictés par le président national, son Excellence Paul Biya. Peut-on en dire autant de la gouvernance, par exemple? Oui, mais la gouvernance, comme vous savez, comme disait Lamartine, l'homme est un ange déchu qui se souvient des cieux. Aucun homme n'est parfait. Ici, la perfection n'existe pas. Nous sommes tous perfectibles. C'est la raison pour laquelle, nonobstant les préceptes et les principes édictés par le président national du RDPC, il se trouve, fort heureusement, une minorité qui ne se plie pas à ces principes fondamentaux. On peut donc dire que, vous savez, vous êtes journaliste, le train qui n'arrive pas à l'heure, c'est ça l'information. Les 90 qui arrivent à l'heure, ce n'est pas l'information. Mais il y a des Camerounais. Et l'information dont Jacques Famendongo, c'est que la majorité les plus graves atteintes à la fortune publique ont été perpétrées par vos camarades. Certains sont en prison. Peut-être parce que... Comment expliquez-vous cette contradiction? Peut-être parce qu'il y a ce qu'on appelle en mathématiques la loi des grands nombres. La loi des grands nombres veut que si dans une maison il y a beaucoup plus de macabaux que de plantains, bien sûr la consommation aille prioritairement et majoritairement aux macabaux et pas aux plantains. Donc en fait, les gens ont l'impression que les prisons sont remplies des militantes et des militants du RDPC. Tout simplement parce que le RDPC est le parti dominant. C'est le parti majoritaire. Donc, il se trouve que la plupart des gens, encore une fois, la loi des grands nombres veut que la plupart de ceux qui sont épinglés proviennent du RDPC. Mais en réalité, on oublie que le RDPC soutient un gouvernement qui fait marcher le Cameroun. C'est ce gouvernement qui trace les routes, conçut les hôpitaux, les universités, les écoles, les lycées, la fibre optique. Ça, personne n'en parle, tout simplement parce qu'il y a la loi journalistique, n'est-ce pas? Le train qui arrive à l'heure ou en retard. Les 99 trains qui arrivent à l'heure, ah, ça c'est pas l'information. On trouve cela normal. Mais le seul train qui arrive en retard, ah, ça c'est l'information. Un chien qui mord un homme, ce n'est pas une information, mais un homme qui mord un chien, c'est une information. Alors, je demande aux Camerounaises et aux Camerounais, tout simplement, de voir quelles sont les militantes et les militants, les militants et les militants de quel parti construisent, bâtissent le Cameroun. Prioritairement, ce sont des militantes et des militants du RDPC parce que nous sommes majoritaire, largement majoritaire. Maintenant, au regard de cela, il est tout à fait normal que quelques brebis galeuses, n'est-ce pas, du fait de leur turpitude, soient épinglées par le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Évidemment, le RDPC fournit donc la majorité des troupes dans quelque domaine que ce soit, puisque nous sommes majoritaires. Une curiosité tout de même. Ouais. Pourquoi ces cadres-là ne sont pas sanctionnés en amont par le parti avant que n'interviennent les poursuites du judiciaire, puisque le comité central, par exemple, au regard de vos textes, a vocation à contrôler et encadrer l'action au moins des élus? Oui, mais vous savez qu'il y a toujours des conseils de discipline présidés par un très haut cadre du parti. Il y en a déjà eu au moins 2 auxquels j'ai pris part. Et nous ne pouvons pas aller nous immiscer dans la gestion de l'État, puisqu'il y a la sacro-sainte séparation entre l'État et le parti. Le RDPC n'est pas un parti-État,
Le RDPC intervient lorsqu'il y a eu des entorses à l'endroit soit du statut du parti, soit du règlement intérieur du parti, soit de la charte du parti. Voilà notre mission. Maintenant, il y a un gouvernement que soutient le RDPC, naturellement, parce que nous sommes le parti au pouvoir. Et ce gouvernement, nous faisons des suggestions. Nous faisons des suggestions, nous faisons des propositions, mais il appartient au gouvernement, à l'État, si vous voulez, de prendre le relais. Bien entendu. Est-ce qu'en général, vous faites la différence entre le parti et l'État, et notamment donc entre les caisses du parti et les caisses de l'État? Mais bien sûr. Mais les caisses du parti n'ont rien à voir avec les caisses de l'État. Il y a un trésorier général au niveau du parti, c'est le camarade Gilbert Tibévouna, qui a été élu, comme vous le savez, président du conseil régional du centre. Mais c'est lui qui tient les caisses du parti. Rien à voir avec le ministre des Finances, M. Lupaul Motaze. Alors, l'origine des fonds est connue. Les dons, quelle est-elle? Mais les dons, les legs, les souscriptions, parce qu'il y a des grands promoteurs, il y a de grands souscripteurs. La vente des produits du parti, par exemple les t-shirts, les textes de base, les cartes du parti. Vous avez la vôtre? Bien sûr, je suis un vieux militant du RDPC. Parce qu'apparemment, les cartes ne sont pas très disponibles en ce moment. Y a-t-il un problème? Les cartes sont disponibles. D'ailleurs, après le sommier que nous sommes en train de peaufiner, il y aura, quand le président national le jugera opportun, il y aura le renouvellement des organes de base. Et la pièce essentielle, c'est la carte. Il y en a deux. Carte de membre, donc carte d'adhésion, et puis carte de cotisation. Il faut donc être en règle, il faut montrer patte blanche pour pouvoir être candidat, par exemple, à la présidence d'une cellule RDPC, d'un comité de base au FDPC, ou d'une sous-section OJ RDPC. Donc, il n'y a aucune confusion entre l'État et le parti. Nous en parlerons tout à l'heure, mais dites-moi, il y a un fonctionnement un peu maquisard de votre parti qui se met parfois... Oui, si vous me passez l'expression, oui. Votre parti se met régulièrement en marge de ses propres textes. Par exemple, cette question sur le Congrès, vos statuts prévoient bien, je pense à l'article 18, que le Congrès est réuni tous les 5 ans. Or, le dernier Congrès remonte à il y a environ 10 ans. Mais vous oubliez qu'il y a également un article des statuts qui dispose que le bureau politique peut abréger ou proroger le mandat des membres des militants du RDPC. Je ne l'ai pas oublié, mais est-ce que ça a été fait? Mais oui, nous l'avons fait dernièrement, en 2015, je crois. C'est le bureau politique qui a prorogé, et qui a donc prorogé le mandat du président national, en même temps que les mandats des membres du comité central, des membres du bureau politique, et ainsi de suite. Donc il n'y a aucune entorse, nous n'avons pas du tout dérogé au principe statutaire du RDPC. Mais cette attente longue, elle est le fait de quoi? Mais l'attente n'est jamais longue. L'attente n'est jamais longue. 10 ans, ce n'est pas long pour vous? Non, ce n'est pas long. Pourquoi? Parce que nous avons respecté les textes de base du parti. Il y a le statut, il y a le règlement intérieur et il y a la charte dont le président national n'a pas dérogé aux principes fondamentaux du RDPC. Il y a des cas de force majeure, il y a la crise économique, maintenant il y a le Covid, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de variables dont le président doit tenir compte pour pouvoir organiser un congrès. Imaginez que maintenant le congrès se tienne. Bon, je ne suis pas dans le sein des saints, contrairement à ce que vous avez dit au début, je ne suis pas dans le sein des saints. C'est ce qu'on dit. Je suis qu'un modeste militant du RDPC, c'est vrai, membre du bureau politique, membre du comité central, secrétaire de la communication. Mais imaginez qu'un congrès, là nous sommes dans les supputations, hein, je n'ai aucune certitude. Imaginez que le congrès se tienne demain matin avec près de 3000 militantes et militants. On dira, mais oui, voilà le RDPC qui ne respecte pas les règles élémentaires des mesures barrières. Voilà, on le dira. Mais en fait, je le dis comme ça. Ça c'est ma pensée intime. Hein. Je n'ai consulté personne pour dire cela. Cela ne signifie pas que le congrès ne se tiendra pas. À quelle date, je n'en sais rien.
c'est le président national qui décidera. Mais il faut tenir compte de tous les paramètres, de toutes les variables avant de pouvoir prendre une décision fondamentale comme la tenue d'un congrès. Je ne dis pas non, bien sûr, puisque je n'ai pas le droit de dire oui ou non. Il y a une personnalité, une très haute personnalité qui a ce pouvoir. C'est le président. En l'occurrence, votre président national. Président national du RDPC. Je vous donnerai l'occasion de jouer les Cassandres sur cette question du congrès du RDPC tout à l'heure. Pour le moment, je voudrais qu'on s'arrête une fois de plus sur les questions de rigueur et de moralisation, mesdames et messieurs, pour entendre quelques observateurs, mais aussi des experts qui jettent un regard sur ce qui a été fait, mais également ce qu'on peut considérer comme des points d'insatisfaction. C'est dans ce grand reportage d'Augustin Guizane. En 2021, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a 36 ans. Né des centres de l'Union nationale camerounaise, tel que repris à l'article 1 des statuts du RDPC, à savoir le Parti de l'Union nationale camerounaise, UNC, devient le Parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC a fait du chemin dans son but de rassembler et de mobiliser les populations du Cameroun. Le RDPC, pendant 36 ans, a eu l'expérience de gérer la transformation et le renouveau politique et social et économique au Cameroun. Le parti arrive 3 ans après l'accession de son président national au pouvoir. Proche de ce pouvoir, le parti épouse l'idéologie du chef de l'État et présente un bilan élogieux des aspirations du champion. La rigueur, la moralisation se porte bien 36 ans plus tard. Le RDPC a depuis 36 ans a eu comme mission, s'est donné comme mission et comme responsabilité de soutenir la politique de l'État. Les principes fondateurs du renouveau, qui sont la rigueur, la moralisation, la libéralisation, la démocratisation, la modernisation, ont été soutenus par le RDPC. Il y a eu des institutions qui ont été mises en place par l'État, pas par le RDPC, puisque le RDPC n'est pas un parti État. Aujourd'hui, on peut voir les femmes, les jeunes à tous les postes de décision, dans les mairies, à l'Assemblée nationale, dans les régions et au gouvernement. Les jeunes sont partout, ainsi que les femmes. Il fallait le faire. Il fallait quelqu'un pour le faire. Le RDPC nous en a donné l'occasion. Seulement, certains observateurs avertis de la scène politique trouvent à redire sur cette idéologie du parti. Les idéaux qui ont porté le RDPC depuis son avènement, c'est la rigueur et la moralisation. Or, que constate-t-on aujourd'hui? La plupart de ceux qui sont accusés de détournement de deniers publics sont issus des rangs du RDPC. Et vous savez que l'exemple vaut plus que la leçon. On a coutume d'ailleurs de dire que les exemples vivants sont dans notre pouvoir. Or, si le RDPC qui prône la rigueur et la moralisation se retrouve avec autant de ces hauts cadres en prison, ça brouille l'idéologie même, ça brouille l'ADN de ce parti qui est censé montrer l'exemple parce que c'est le parti au pouvoir. Non, le fait que vous êtes avec moi n'a rien à faire avec votre origine, n'a rien à faire avec votre appartenance politique, n'a rien à faire avec votre genre, n'a rien à faire avec... Mais ceux-là qui sont en prison ne sont pas en prison parce que les fautes qu'ils ont commises, ils n'ont pas fait ça en tant que militants. Ils ont fait d'abord, ils sont des citoyens. Justement, c'est parce que le RDPC soutient la politique de rigueur et de moralisation et soutient la politique publique prônée par le chef de l'État dans ce domaine que le RDPC est à l'aise avec le fait que la rigueur et la moralisation ont été respectées. Toutefois, force est de constater qu'en 36 ans, le RDPC jouit d'une hégémonie incontestable, majoritaire au Parlement, aux conseils municipaux et régionaux. Et le combat continue. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon,
de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Population d'Adamawa, se protéger, c'est protéger les autres. Le respect de toutes les mesures barrières éditées par le gouvernement est capital pour tous. Professeur Jacques Famendongo, la fin de cet élément que nous venons de suivre vous satisfait certainement, l'hégémonie du RDPC? Non, satisfait le peuple camerounais. Pas moi, je ne suis qu'un très modeste observateur. C'est le peuple camerounais qui donne au RDPC cette hégémonie, entre guillemets. Moi, je ne dirais pas hégémonie. Bon, mais j'admets le mot prononcé par cette personne, cette personnalité. Oui, mais cela ne gêne pas le peuple camerounais, pas moi. Moi, bien sûr, je suis satisfait a posteriori, mais a priori, c'est le peuple camerounais qui donne cette domination, entre guillemets. Ce n'est pas une domination autocratique ou hégémonique, mais une domination démocratique. Démos, le peuple. C'est le peuple camerounais qui donne. Et chaque fois que nous allons aux urnes, nous ne sommes sûrs de rien du tout. Vous savez qu'en démocratie, rien n'est jamais acquis. Personne ne sait ce que tel ou tel électeur mettra au fond de l'isoloir, dans l'isoloir, au fond de l'urne. Personne ne peut le savoir. Donc, à la fin, nous sommes satisfaits. Mais en fait, c'est l'œuvre du peuple camerounais libre, souverain et maître de son destin. Et nous disons merci au peuple camerounais qui nous renouvelle toujours sa confiance à partir du sommet, au président national, qui est notre candidat à l'élection présidentielle. Il a toujours été réélu depuis qu'il est là, depuis 1982, surtout l'élection de 1984, l'élection présidentielle de 1984 jusqu'à ce jour, mais aussi les députés, mais aussi les sénateurs, mais aussi les maires, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et les présidents des conseils régionaux. Donc nous disons merci au peuple camerounais. Ce n'est pas une hégémonie qui a été arrachée, n'est-ce pas, par la force, non. C'est la force de nos arguments et non pas l'argument de la force. Vous nous permettez là d'atterrir les deux pieds joints sur un autre pilier, la démocratisation. Et là, je vais vous poser une interrogation totale. Votre bilan est-il satisfaisant? Bien entendu, c'est un bilan satisfaisant. Il n'est que de voir comment le Cameroun a été transformé de manière radicale dans tous les domaines, au niveau politique. Bon, prenons l'administration. Les gens ont oublié qu'il n'y avait pas la région de l'extrême nord, il n'y avait pas la région du nord, il n'y avait pas la région de la Damawa, il n'y avait aucune région au sud, il y avait le centre-sud, voilà, au plan administratif. L'armée a été modernisée, la politique a connu une révolution copernicienne. Aujourd'hui, il y a 352 partis politiques, alors qu'il n'y en avait qu'un seul. Est-ce que c'est le nombre qui compte ou alors la qualité de la participation et de l'action politique? Alors, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. Parce que la qualité y est. Les débats, vous suivez tous les jours les débats, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Vous verrez que les Camerounais, c'est pas, la parole a été libérée, voire libéralisée. Et c'est à mettre à l'actif du RDPC. Parce que je rappelle que c'est une assemblée nationale totalement RDPC qui a voté les lois de la libéralisation politique le 19 décembre 1990. C'est une assemblée RDPC qui a autorisé, qui a voté. Il n'y avait pas un autre parti qui a libéralisé. D'ailleurs, au congrès de 1990, juin 90, le président Paul Biya disait « Préparez-vous à une éventuelle concurrence ». Et quelques temps après, c'était les lois sur la libéralisation, y compris la communication sociale. Je vous rappelle que la CRTV était monopolistique. Il n'y avait pas de radio privée, il n'y avait pas de chaîne de télévision privée. Tout ça, c'est à mettre à l'actif du gouvernement que nous soutenons. Si nous prenons l'économie, l'économie était étatisée, sous perfusion, les entreprises étaient sous perfusion. Le président Paul Biya a liquidé les entreprises qui étaient manifestement exsangues, qui ne pouvaient plus fonctionner. Il a privatisé d'autres qui pouvaient fonctionner, mais à condition qu'elles soient sous-tendues par l'initiative privée et restructurées
plusieurs autres entreprises. C'est comme ça que l'économie a donc repris du souffle. N'eussent été les crises que nous connaissons tous, les crises dues à la conjoncture internationale, nul doute que notre économie serait déjà extrêmement avancée. Mais malgré cela, nonobstant ces obstacles qui sont connus de tous, avec la crise du Covid, le Covid n'est pas seulement, c'est la plus récente, n'est pas seulement sanitaire, il est même culturel, parce que les schèmes mentaux sont en train de changer. Il est évidemment économique, il y a la crise économique, il est socio-culturel. Donc, le Covid, là où la Covid, selon la grammaire, on peut dire là où bon, moi je préfère dire parce que c'est le coronavirus, mais d'autres disent là, parce que c'est la pandémie. Alors, c'est un débat. C'est un débat. L'Académie ne s'est pas encore prononcé. Mais moi, j'ai dit en pensant au coronavirus. Le coronavirus est venu désarticuler toutes les économies du monde entier. Aucune économie ne peut dire aujourd'hui qu'elle fonctionne de manière sereine. Donc là aussi, c'est un combat que le président Paul Biya mène. Très bien. Dites-moi, avec toutes ces avancées... Au plan social, il y a les universités. Il y avait une seule université. Aujourd'hui, il y a eu une université d'État. Je ne peux pas vous refuser de dire un mot sur les universités. Allez-y. Non, il y a des hôpitaux généraux. Il y en avait, je ne sais pas combien, il n'y en avait pas beaucoup. Oui, savez-vous qu'il y a maintenant des lycées dans des villages? Il n'y avait aucun lycée dans un village. Il y a des lycées... Il y a des CS presque partout. Mais ces lycées ne sont pas toujours bien lotis en termes d'équipement, en termes d'enseignants. Oui, mais il y a des enseignants. Ça, vous le savez aussi. Oui, mais vous savez que l'optimum est impossible dans le domaine de l'éducation, parce qu'il y a toujours cette vision qui est asymptotique, c'est-à-dire on tend toujours vers l'idéal, parce que manifestement, il est difficile à cause de la poussée démographique exponentielle. Vous savez, la limitation des naissances n'est pas la chose du monde la mieux partagée dans nos pays africains. Donc, il y a une poussée exponentielle des naissances. Il faut que l'État suive ce rythme. Ce n'est pas facile, compte tenu de toutes les contraintes de l'État. J'aurais pu parler des hôpitaux, des télécommunications, de la communication sociale qui a été libéralisée. Tout ça, la CRTV est la fille aînée du renouveau. Nous nous trouvons ici à la CRTV, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dites-moi, il y a quand même, au-delà de ce que vous dites là, une opinion qui pense que cette majorité obèse du RDPC, aussi bien au Parlement que dans les collectivités territoriales décentralisées, eh bien, cette obésité-là nous ramène plusieurs années en arrière, dans une sorte de parti ou de pensée unique. Oui, mais il faut poser la question aux partis d'opposition. Mais j'aimerais bien savoir que font les partis d'opposition. Nous ratissons. Nous sommes dans tous les villages du Cameroun, dans tous les quartiers de toutes les villes du Cameroun. Nous avons au moins une cellule, au moins un comité de base, au moins une sous-section partout au Cameroun. Alors nous disons aux autres partis, allez-y, ratissez aussi le terrain. Ne vous contentez pas des réseaux sociaux ou de la radio, de la télévision. Il y a le terrain. Actuellement, nous sommes en train de renouveler notre sommier, de vérifier. Et si vous allez sur le terrain, je ne doute pas un seul instant que vous y allez de temps en temps, personnellement. Comme journaliste. Comme journaliste. Oh, bon, comme journaliste, oui. Mais si vous avez un grand-père qui est mort, vous irez quand même dans votre village. Forcément. Et vous allez constater que maintenant même, dans votre village, les gens sont en train de revoir le sommier politique. Voilà le travail. Voilà ce qui fait que, avec un chef charismatique comme le président Paul Biya, avec un programme politique alléchant comme le nôtre, avec une vision futuriste comme celle du RDPC, avec donc ce sommier, nous pouvons ratisser large et obtenir de meilleurs résultats. Nous ne sommes pas pour une majorité absolument obèse, mais le peuple camerounais est juge de tout cela. Le peuple camerounais choisit. Et il dit, je préfère ce monsieur, président Paul Biya, qui est un chef charismatique, pondéré, équilibré, visionnaire. Je préfère ce programme politique alléchant. Je préfère cette vision et je préfère cette équipe qui est là. Mais s'agissant des choix même du RDPC, à l'intérieur du parti, vous savez que les jeux sont souvent biaisés par certains barons de votre parti qui instrumentalisent les investitures pour régler des comptes et même pour imposer des cadres pas forcément toujours populaires. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la question des investitures qui fait tant de mal et de déchirures au RDPC? Le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya,
et le secrétaire général du comité central du RDPC, le camarade Jean Cuetet, ont toujours combattu cette intrusion intempestive de ce que vous appelez les barons, n'est-ce pas, dans le jeu politique. Parce que cela fausse le jeu. Le président Paul Biya, et d'ailleurs la charte du RDPC le dit, le RDPC est un parti de masse. Ce n'est pas un parti d'état-major. Est-ce que le président est suivi? Mais oui. Au regard de toutes ces déchirures et des entorses que se permettent donc les mandataires du comité central? Je sais que ce sont des cas isolés. Ce n'est pas un cas général. C'est-à-dire que les barons, les caciques, les hiérarques du parti ne viennent pas tous imposer leurs candidats et leur point de vue. Parce qu'ils sont des militants engagés, honnêtes, loyaux, responsables, qui n'acceptent donc pas cette intrusion intempestive. Mais on a par exemple vu que lors des dernières élections législatives et municipales, certains de vos camarades ont été sanctionnés alors même qu'ils avaient l'adhésion populaire de la base. Cela n'affaiblit-il pas votre parti? Si vous prenez la dernière ligne de la 31e thèse de la charte du parti, la dernière ligne, c'est le RDPC est sous-tendu par une discipline de fer et un militantisme ardent ou actif. Voilà la quintessence de la philosophie du RDP. C'est la discipline. Vous ne pouvez pas... Alors, quand vous sanctionnez un militant qui finalement est élu maire dans sa localité, parce que, quelle est la logique? Parce que ce militant a enfreint, n'est-ce pas, les règles, le règlement du parti. Il y a des règles qui sont injustes. Non, vous ne pouvez pas changer, on ne va pas changer les règles du parti. Moi, la Bible du parti, c'est ça. La Bible du parti, c'est les textes de base du parti. Et il faut respecter les textes de base. Oui, on peut, c'est vrai, on peut être très populaire, un peu démagogue, pourquoi pas, et enfreindre les règles du parti. Et lorsqu'on va à la session de plein droit, là où l'État prend le relais du parti, même si on n'a pas été investi par le groupe communal, le groupe régional, on peut donc aller au niveau de la session de plein droit, parce que l'État n'a pas de coloration partisane. Bon, laissons les règles. Et au-dessus, et avoir gain de cause. Mais nous disons non, vous savez déroger aux règles du parti. C'est la raison pour laquelle vous êtes sanctionné. Laissons les règles pour voir la pratique. La majorité de vos militants, surtout les jeunes et les femmes, qui constituent d'ailleurs le vivier électoral le plus important, eh bien, cette majorité fait face à une sorte de plafond de verre dans votre parti. Certains postes de responsabilité au Parlement et dans les grandes communes sont la chasse gardée, encore une fois, de ces barons-là. Ce n'est pas très démocratique. Non, ça c'est l'opinion, c'est ce qu'on croit, ça c'est l'opinion, c'est la perception du message. Si on ne prend que le Parlement, ce n'est pas l'opinion. Mais il y a des jeunes, c'est clair. Quand il y a élection, remarquez bien. Ces jeunes veulent des postes de décision. Quand il y a le bureau d'âge qui se réunit, vous voyez bien qu'il y a le plus âgé, mais il y a aussi les plus jeunes. Et ce sont des militants très jeunes. L'OJRDPC est constitué de jeunes. L'OF est constitué de femmes. Les jeunes au RDPC ont quel âge, monsieur le ministre d'État? De 15 ans à 35 ans. Mais quand vous prenez l'OJ, aujourd'hui, c'est des gens qui ont largement dépassé cette tranche d'âge. Les renouvellements auront lieu bientôt. Si par exemple on dit de 15 à 35, mais à partir de N plus 1, celui qui a 35 à 36 ans. N plus 2, celui qui a 36 à 37 ans. N plus 3, celui qui a 37 à 38 ans. Donc, ils ont déjà dépassé. C'est inscrit dans la loi arithmétique, n'est-ce pas, de l'évolution des partis politiques. En fait, ceux-là attendent, ils ont peut-être déjà 40 ans, tout simplement parce qu'ils sont arrivés peut-être à 32, à 33, à 34, et ils attendent de faire le saut qualitatif ou quantitatif vers le RDPC. Encore qu'une disposition du règlement intérieur précise qu'on peut militer, si on est jeune, on peut aussi militer dans le RDPC, puisque de plus en plus, il y a des femmes qui sont présidentes du RDPC, de la section RDPC. Ça, c'est un poste clé, parce que les présidents des sections sont les chefs politiques locaux. La preuve, à l'heure actuelle, ils président les commissions de validation
des sommiers politiques. Relisez la circulaire du camarade Jean Cuetet, secrétaire général du comité central, du 2 mars 2021. Il préside, mais non pas toujours les voix prépondérantes. En tout cas, non, il préside. En tout cas, nous allons y revenir, professeur Jacques Famendongo. Je vous propose un arrêt dans cette émission pour surfer sur les plateformes de la CRTV. Certains internautes vous ont posé beaucoup de questions, rassemblées par le rédacteur en chef web, Elvis Mbimba. Je vous suggère de réagir rapidement à quelques-unes. Par exemple, celle de Daniel Poigny. Trouvez-vous qu'il soit normal d'avoir des personnalités qui occupent des fonctions ministérielles pendant plus de 25 ans dans un parti qui est rempli de cadres et de compétences diverses? Il fait une confusion entre l'État et le parti. Là, en fait, les fonctions ministérielles, c'est l'État. C'est l'État. Il pose une question à l'État. Je suis ici, est-ce qualité de secrétaire à la communication? Mais si je peux faire une petite incursion, n'est-ce pas, si vous le permettez, parce que je suis évidemment, puisque l'État recrute dans votre parti. Secrétaire, pas seulement dans notre parti, il y a aussi des ministres qui ne sont pas du RDPC. Tout à fait. Je ne voudrais pas les citer, mais ils sont connus. Alors, maintenant, si je peux faire une incursion, je dirais que tout le monde le sait, la nomination est discrétionnaire. Elle est discrétionnaire. Elle dépend de celui qui nomme, qui connaît les critères. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de jeunes qui soient ministres, qui soient directeurs généraux, qui soient gouverneurs, qui soient préfets, sous-préfets, qui soient recteurs, qui soient presque partout. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit les jeunes n'ont rien, chacun pense à lui-même. Mais il ne pense pas à celui qui vient d'être nommé. Voilà la problématique. Parce que si on fait le recensement exhaustif des postes de nomination, on verra bien que plusieurs jeunes occupent encore que, au niveau du terme jeune, il y a là une polysémie, parce qu'on peut être jeune. On est jeune à quel âge? Vous l'avez dit vous-même. Savez-vous que quand une maman a déjà 25 ans, ses enfants l'appellent la vieille arrive, alors nous cacher la vieille arrive. À 25 ans, elle est déjà vieille. Bon, moi... Mais dans le système actuel, plus de 70 ans, ma tante qui vit encore m'appelle mon petit bébé. Mais dans le système actuel, il est courant d'entendre appeler des quinquas, des jeunes. Oui. C'est quand même déplacé. Non, ça c'est encore la loi des grands nombres. Et ça, c'est quand on veut les écarter de certaines Non, c'est la loi des grands nombres. Pourquoi? Parce positions. Que avant, quand il n'y avait pas suffisamment de cadres, savez-vous que le président Paul Biya est devenu Premier ministre à 42 ans? Mais oui, parce qu'il y avait exiguïté du quantum de cadres. Maintenant qu'ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux à cause de la scolarisation qui est très très élevée, du taux de scolarisation très élevé. Alors, il est extrêmement difficile d'avoir un poste de responsabilité parce que la demande est très forte. Pour cette autre question qui est formulée sous forme d'accusation, au lieu d'être un parti politique de masse, le RDPC est devenu un parti d'élite. Tout se décide à Yaoundé. Est-ce bien l'âme de ce parti? C'est la question de Claude Ndongo. Il ne comprend rien. Puisque actuellement, peut-être qu'il ne va même pas dans son village. S'il se rend compte maintenant, s'il se rend dans son village, mais il verra que le RDPC est en train de travailler à la base. Et ce sont ces gens-là, ces militants-là, qui vont contrôler le parti. Parce que le parti, c'est un parti de masse. Donc, c'est au niveau de la base, jusqu'au niveau du président de section, que l'on est chef politique local. Et là, imaginez un parti qui ne repose pas sur la base. Mais il ne peut gagner aucune élection. Aucune. Puisque ceux que vous appelez caciques ou hauts responsables, ils ne sont pas nombreux, ils sont minoritaires. Alors, arithmétiquement, pour gagner, il faut s'appuyer sur la base. Et effectivement, le parti RDPC n'est pas un parti de caciques. Et encore que les caciques ne soient même pas nombreux. Vous avez parlé il y a un moment de la transition générationnelle. Et Janvier Pensi veut savoir si c'est la volonté de votre parti politique ou celle du président de la République du Cameroun. Car en l'occurrence, le chef de l'État a parlé de la transition générationnelle en posture de président de la République. Alors, au plan sémantique, que mettez-vous quand vous posez cette question dans transition? Parce que chacun l'entend de sa manière. C'est un concept du président de la République. Oui, alors maintenant, il faut décoder.
Vous le décodez comment? Quand il y a un texte, il faut décoder le texte. Du point de vue du Sinon, RDPC. on décode à l'aune de sa subjectivité. D'aucuns croient que transition générationnelle signifie le président Paul Biya doit quitter la tête du parti ou bien la tête de l'État. Mais la génération ne se situe pas nécessairement, j'allais dire absolument, ou de manière exclusivement au niveau du sommet de l'État. Mais à la mairie, il y a des jeunes. Parmi les sénateurs, il y a beaucoup de gens. Il y a une transition qui se fait. Les députés, il y a une transition qui a lieu. Si vous prenez les préfets, les sous-préfets, ils sont jeunes. Les gouverneurs, ainsi de suite. Bon, évidemment, tout le monde pense. Parce que les gens croient que le pouvoir, c'est ça une précision qu'il faut donner. Les gens croient que le pouvoir, c'est uniquement le pouvoir présidentiel. Ils oublient qu'il y a un pouvoir municipal, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir judiciaire. Et puis il y a le pouvoir exécutif qui est coiffé évidemment par le chef de l'État. Alors, transition générationnelle. Qu'entendent-ils par transition générationnelle? Si on réduit ce concept à l'alternance politique au sommet de l'État, et bien, évidemment, ils vont continuer à poser des questions. Mais si on élargit ce concept à toutes les variables qui existent, mais on se rendra compte que cette transition générationnelle, elle se fait sous nos yeux, devant nous. Moi, je le vois. Je vois les recteurs, je vois les DG, je vois des jeunes ministres qui sont là. Très bien. Mais c'est aussi l'exécutif. Très bien. Pour le judiciaire, le législatif, le secteur privé. Très bien. Jacques Famendongo, je voudrais vous inviter non pas à une transition générationnelle, mais une transition tout court dans cette émission. On va essayer de prendre un sujet qui est dans l'air du temps, c'est la chronique sociale de Actualité Hebdo. Franck Evina est allé voir comment les Camerounais vivent et comprennent la célébration des grands rituels républicains et même politiques comme le 24 mars, sans parade populaire. Franck Evina. Qui l'eût cru? Le mythique boulevard du 20 mai, vide, le jour de la fête de l'unité. Mais pas que. Le 11 février, fête de la jeunesse, et le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, ce haut lieu d'exaltation des grands rituels républicains était aussi privé des grandes parades habituelles. Une loi porte régime des fêtes légales au Cameroun. Elle indique les fêtes légales religieuses et les fêtes légales civiles. Et l'une des fêtes légales civiles qui est phare, c'est bien le 20 mai qui célèbre la fête nationale du Cameroun. Et ces fêtes ont deux aspects. Un aspect déjà de commémoration parce que c'est un État qui se rappelle de son histoire, mais aussi un caractère festif, un côté spectacle qui ne laisse personne indifférent. La distanciation physique et les nouvelles mesures et les habitudes qu'impose la gestion de cette pandémie n'ont donc pas permis que ces fêtes s'organisent comme à l'accoutumée. La pandémie a grippé les interactions sociales. Toute célébration susceptible de drainer des foules est perçue comme événement à risque, raison pour laquelle cette année encore, l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a été mis sous cloche. Il ne faut surtout pas tester le virus. Aimer ses militants, c'est aussi d'être soucieux de leur santé. À vous imaginer que tous les militants du RDPC contractent la Covid-19 et que ce soit une hécatombe dans cette formation politique, cela ne va pas réjouir la hiérarchie du parti. Le RDPC est un grand parti dans lequel il met en place l'humain au centre de toutes ses actions, raison pour laquelle on a adopté le plus souvent pour l'annulation de certaines de ces festivités, à savoir le 36e anniversaire, pour lutter contre le Covid. Festivité infectée, symbolique préservée. Certains pensent d'ailleurs que c'est le plus important. L'engagement politique n'est pas surtout dans les festivités. L'engagement politique, il est dans l'action du regard du parti. Je m'explique. Ça veut dire que si le parti te dit on a une élection, il faut aller voter son parti. On a une élection, il faut aller voter son président. Point de vue symbolique, on a constaté que les débats autour des problématiques de la jeunesse, de l'unité nationale et autres célébrations de la femme, par exemple, que ces débats ont effectivement eu lieu. Le plus important est que les Camerounais sachent que le fait que
cette pandémie nous enlève le caractère festif de cet événement, ne vient pas ébranler le lien social qui doit déjà être fort. Le coronavirus sévit, la nation résiste, son histoire et ses rituels républicains aussi. Ici passe effectivement par une éducation beaucoup plus axée sur les problématiques qui sont célébrées. Nous passons aux problématiques de la femme, aux problématiques de l'unité nationale, aux problématiques de la jeunesse. Surtout que les agapes et les parades manquées ne sont que partie remise. Alors, un seul mot, résilience. Vous regardez Actualité Hebdo, nous recevons ce dimanche le professeur Jacques Famendongo, secrétaire à la communication au comité central du RDPC et membre du bureau politique. Jacques Famendongo, en tant que secrétaire à la communication, vous êtes certainement le mieux placé pour nous dire si la parole et la critique sont libres au sein du RDPC. Oui, bien sûr, parce que vous savez, la charte du parti le dit de manière claire. Il y a liberté d'opinion, de discussion, mais attention, il y a la discipline. On ne peut pas être et ne pas être. On est membre d'un parti politique, on adhère donc à l'idéologie du parti et à la réglementation en vigueur, mais au sein du parti, il y a évidemment des débats, il y a une discussion qui est tout à fait libre. Alors que répondez-vous à une certaine opinion qui pense que c'est en raison de son propos libre et de ses critiques que votre camarade, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, qui est membre titulaire du comité central, que c'est donc en raison de ce positionnement-là qu'il aurait été coup sur coup limogé de son poste de chef de département et mis à la disposition de l'université de Ngaoundéré, antenne de Garoua. Oui, d'abord, Garoua, ce n'est pas l'enfer. Hein. Garoua ne se trouve pas en Papouasie ou en Nouvelle-Zélande. Garoua, c'est le Cameroun. Garoua, c'est une belle ville camerounaise. C'est une capitale mythique, la capitale mythique du Nord, qui fut d'ailleurs la capitale de l'ancienne province du Nord, qui a été scindée par le président Paul Biya en trois provinces, le 22 août 1983. Donc, le camarade, puisque moi je suis ici secrétaire, comme secrétaire à la communication, le camarade Messanga Nyamding a été affecté, comme le furent le 7 mai 1993, 32 enseignants, 7 mai 1993, ils ont été affectés, qui à Bamenda, qui à Boya, qui à Tchang, qui à... D'ailleurs, l'une de celles qui ont été affectées est actuellement recteur, vice-chancellor de l'université de Bamenda, Madame Makenji. Donc cette décision ne souffre ni de pression, ni de soupçon de sanction. Mais où est la sanction? Il garde ses indemnités. Vous savez que grâce au président Paul Biya, les enseignants titulaires, les professeurs titulaires ont une prime de modernisation à la recherche qui est de 1,60 million francs par trimestre. Le professeur Messanga garde tout cela. Il a les primes, il a son salaire, il n'a pas été rétrogradé, il n'a pas été révoqué, il n'a pas été donc humilié, comme d'aucuns le croient. Je ne sache pas qu'un fonctionnaire qui est affecté à Garoua ait subi une humiliation ou alors une injustice. Absolument, on parle même d'acharnement. Je rappelle l'étymologie du mot acharnement. Ça vient de carne, en latin, qui veut dire la chair. On n'a pas enlevé la chair du professeur Messanga. Il est toujours professeur plein. Et j'ai cru entendre qu'il est attendu là-bas avec beaucoup d'enthousiasme. En héros, entre guillemets. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'a pas été révoqué. C'est tout à fait clair, je pense, pour nos téléspectateurs. Alors, revenons sur les questions qui concernent le parti. Que prévoit l'agenda immédiat du RDPC en termes d'activités qui pourraient avoir un impact sur l'actualité politique nationale? Après le sommier, après la configuration des sommiers, un mois, 13 mars, 13 avril, il y aura, quand le président national le jugera opportun, il y aura donc le renouvellement des organes de base. Et j'ai dit bien organes de base, parce que c'est la base qui tient le parti. C'est là le noumen du parti, à la base. Après, on verra bien. Mais voilà. Aucune date en ce qui concerne, par exemple, le congrès? Non, je n'en ai pas. Même en jouant un peu les Cassandres, comme vous aviez commencé en début d'émission? Malheureusement, je ne suis pas Madame Soleil. Il faudrait bien qu'on me transforme en Madame Soleil pour que je puisse trouver une date.
Alors, professeur Jacques Famendongo, s'agissant de ces renouvellements et peut-être du Congrès, aujourd'hui, les plus jeunes membres du bureau politique ont plus ou moins 60 ans. Est-ce que cela va changer? Quel espoir donnez-vous aux jeunes cadres de votre parti? Grâce au président Paul Biya, président national du parti, il y a des jeunes de 42 ans qui ont accédé au bureau politique. Je ne voudrais pas les citer ici, mais vous les connaissez tous. Donc le président n'est pas un gérontocrate invétéré. Le président est un homme libéral qui croit à la jeunesse, puisque lui-même a accédé aux fonctions jeunes. Donc il ne peut pas être contre la jeunesse, bien au contraire. Alors, il appartiendra aux congressistes, en tant que de besoin, de voir dans quelle mesure renouveler le comité central d'abord, parce que c'est une élection au niveau du Congrès, et le cas échéant, le bureau politique. Mais vous voyez très bien que je suis mal placé pour jouer donc à Madame Soleil, que je ne suis pas. Mais personne n'est contre la jeunesse. Au contraire, bon, jouez maintenant, nous sommes pour la jeunesse. Jouez, si vous le voulez bien, au secrétaire à la communication du RDPC. Là, je ne joue pas, je suis secrétaire à la communication. Est-ce que votre parti est prêt à la transition générationnelle? Je vous ai dit que c'était un terme polysémique. C'est-à-dire que ça peut être la mairie de moi je suis de Bolova 2e, je peux dire, mais alors il y a un jeune là, je voudrais une transition générationnelle. Je le dis autrement. Mais je sais qu'en décodant votre texte, je devine qu'il s'agit du sommet de l'État. Pas absolument. Ah bon, pas absolument. Pas absolument, mais des principaux postes de pouvoir qui sont tenus, par exemple, le bureau politique dont nous avons parlé, oui. Par exemple, la suite, c'est-à-dire la désignation de ceux qui doivent briguer des postes au nom du parti au Parlement, ainsi de suite. Tout cela découlera de la manière dont vous assumez la transition générationnelle. Est-ce que les vieux, pour parler simplement, sont prêts à lâcher du lest? Alors, je prends deux concepts. Transition générationnelle. Mais j'ai dit aussi harmonie générationnelle. Complémentarité générationnelle. Cela signifie que dans une société, même dans votre famille, vous n'allez pas tuer votre grand-père parce qu'il a déjà 99 ans. Au contraire, vous allez le cajoler, mon grand-père, comment ça va? Mais l'univers... Le parricide en politique est un mode de transition. Non, nous, comme vous le savez, le RDPC est un parti de l'harmonie, de la pondération. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de parricide, il n'y a rien du tout. J'ai dit donc, transition générationnelle, nous sommes tout à fait d'accord, mais aussi harmonie générationnelle. Imaginez quand vous aurez 90 ans, je vous le souhaite, et que vos petits-fils disent « Oh, vraiment, grand-papa, il doit déjà partir », vous aurez un petit pincement au cœur, parce que vous direz alors, et ça dit que moi, je ne suis plus Camerounais. En attendant... Est-ce que quelqu'un qui a 90 ans ou 85 ans, je ne sais pas, n'est pas Camerounais? Le président Paul Biya s'arrange pour que toutes les composantes générationnelles soient représentées dans le leadership national. Voilà le pari du président. Professeur Jacques Famendongo, on ne comprendrait pas qu'on termine cette émission sans dire au moins un mot sur votre domaine d'activité, l'enseignement supérieur, tout au moins pour savoir comment se porte l'enseignement supérieur par ces temps de coronavirus, de crise sanitaire. Je dois féliciter les recteurs et les vice-chancellors qui ont tenu bon. Le taux de létalité, c'est-à-dire de mort, de morbidité dans les universités est extrêmement bas. Et ceci est dû à la proactivité des recteurs et des vice-chancellors ainsi que de leurs équipes. Évidemment, on craignait même une année blanche. Vous vous souvenez, je suis venu à la télé dire il n'y aura pas d'année blanche. En fait, c'était un pari de Pascal. C'était vraiment le pari de Pascal. Mais, in fine, vous voyez que les universités tiennent bon. Le coronavirus, il est là, bien sûr. Mais il a été maîtrisé par les vice-chancellors et les recteurs, que je félicite chaleureusement, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Mais attention, je leur dis tous les jours aux recteurs et aux vice-chancellors, ne dormez pas sur vos lauriers. Ne dormez pas sur leurs lauriers. Il y a la citation bien connue d'Albert Camus dans La Peste.
un jour viendra où la peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans une cité heureuse. Il faut donc faire attention. Il faut être que ce jour n'arrive pas. Ce jour n'arrive pas, c'est notre souhait. Et encore une fois, les recteurs, les vice-chancellors font un travail excellent. Terminons un peu par vous-même, professeur Jacques Famendongo. Lorsque on a eu la chance, comme vous, de bénéficier, comme vous le dites souvent, de la magie du décret pendant 21 ans, comme membre du gouvernement, dont un peu plus de 16 à l'enseignement supérieur, est-ce qu'on n'est pas rattrapé par une sorte de tentation de Venise qui donne envie de changer, de faire autre chose? Mais je suis un serviteur de l'État. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur de l'État. C'est-à-dire que je ne me suis pas auto-nommé. C'est le président de la République, le chef de l'État, qui m'a nommé. Et je dois dire d'ailleurs qu'avant lui, j'avais bénéficié de 2 décrets. 1981, 1982. Donc, avec lui, j'ai eu moult de décrets et j'ai dit merci. Alors, comme président national, il a signé des décisions qui m'ont nommé coordonnateur du Sud, membre du... coordonnateur du Sud, secrétaire à la communication, et puis le Congrès m'a élu. Alors j'ai dit, oui, c'est bien, mais je ne suis qu'un modeste serviteur. J'irai là où le président Paul Biya voudra bien que j'aille. C'est ça, à mon humble avis, c'est ça la philosophie de tout serviteur, soit de l'État, soit du parti. La fonction appartient à l'État ou bien au parti, et le grade appartient aux fonctionnaires ou aux militants du parti. Voilà tout ce que je peux dire. Je suis un serviteur, je suis disponible partout où besoin sera. On va retenir dans cette sagesse-là comme, on va dire, résumé de ce que vous venez de dire. Où que vous soyez, où que vous alliez, monsieur le professeur, nous serons toujours heureux de vous accueillir à Actualité Hebdo, comme ce dimanche. Merci d'être venu. Mais tout le plaisir est partagé et merci de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et surtout respectez les mesures barrières. Le coronavirus tue. L'actualité, c'est ici, sur la CRTV. Bonsoir. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon.